venue à ce débat. Je suis Pierre Jacquemin, le rédacteur en chef de la revue Regard. Évidemment, je commencerai par remercier toutes les équipes d'organisation de ce festival et d'avoir permis à la revue Regard d'animer cette table ronde, cette carte blanche, avec comme thème la crise qui va payer l'addition. On va évidemment revenir sur le coût économique, sanitaire, social, environnemental de cette crise, ce qu'il a coûté avant, lorsque les décideurs publics ont décidé de supprimer des emplois, de réduire les dépenses publiques, mais aussi, vous le savez, de délocaliser la production. On l'a vu avec la pénurie des masques ou des surblouses. On va revenir évidemment sur les mesures prises pendant le confinement, celles qui ont été annoncées évidemment cette semaine avec le plan de relance. Et on va s'interroger, peut-être aurait-il été mieux investi, en tout cas cet argent dont on découvre aujourd'hui qu'il n'est pas si magique, si on avait anticipé en amont, parce que la politique, c'est prévoir, de manière raisonnée et concertée. Mais ça, c'est vous qui allez le dire, avec nos invités du jour, Manon Aubry, qui est députée européenne de la France Insoumise, Gilles Fulkenstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, Aurore Lalucq, qui va être parmi nous par Zoom, la magie de Zoom, Aurore Lalucq, qui est députée européenne, membre de Place Publique. Aurélie Trouvé aussi, qui sera avec nous par Zoom, la magie de Zoom, encore une fois, qui est porte-parole d'Attaque. Et enfin, Najat Vallaud-Belkacem, directrice de France de l'ONG One, ONG qui, comme vous le savez peut-être, lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables d'ici à 2030. Alors, je vais commencer un premier tour de table. Évidemment, je vais donner la parole à nos intervenants et intervenantes surtout, parce que quand même, il faut quand même le souligner. C'est vrai qu'en général, quand on parle d'économie, on a toujours tendance à avoir des hommes autour de la table. Gilles, pardon, mais tu seras le seul homme autour de cette table, et on va parler d'économie avec beaucoup de femmes, et c'est très bien. Donc je vais commencer évidemment à leur donner la parole. Vous aurez évidemment aussi le droit et évidemment la liberté de poser toutes les questions que vous voudrez. Et voilà, je vais commencer avec un premier tour de table. Je vais vous poser une question et je vais vous donner juste 2 minutes pour répondre, puisqu'on est dans un festival des idées. Donc du coup, il faut aussi un peu de matière. On va aller en profondeur sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués. Mais d'abord, j'avais envie de commencer cette table ronde avec une question concrète, où j'attends des réponses concrètes. Je pense que tout le monde peut attendre des réponses concrètes. J'ai envie de savoir, finalement, depuis le début de la crise que l'on traverse, qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans les décisions qui ont été prises? Et si vous aviez été en situation, quelle aurait été la première mesure que vous auriez prise? Allez, Najat. Vous m'entendez? Ok. Bonjour, merci. Écoutez, pour commencer tout de suite, puisqu'on n'a que 2 minutes, je dirais que si je devais résumer, j'ai trouvé que cette crise, sur un plan économique, en fait, elle a été gérée par des libéraux. Et c'est bien en ça je crois qu'on se distingue ici. C'est que ce qui m'a frappé le plus, c'est à quel point les gens le plus en difficulté, les plus démunis, tous ceux qui sont victimes d'une fracture, qu'elle soit sociale ou d'autre nature, ont été dans un premier temps oubliés. Des réponses ont été apportées. Enfin, je veux dire, on va, j'imagine, revenir par exemple sur le chômage partiel, sur un point économique qui était plutôt... Enfin, il fallait les apporter, mais par exemple, on n'a pas pensé aux chômeurs, on n'a pas pensé aux plus précaires. Pendant le confinement, on n'a pas pensé aux plus pauvres, tout simplement. Il a fallu voir les images des files devant l'aide alimentaire qui s'allongeaient pour en prendre enfin conscience. On n'a pas pensé, dans un premier temps, aux femmes confinées et potentiellement victimes de violences. Il a fallu que tombent des chiffres scandaleux pour enfin se réveiller. On n'a pas pensé aux enfants vivant dans des familles pauvres. Quand le ministre de l'Éducation communiquait sur un chiffre sorti de nulle part en disant qu'il doit y avoir à peu près 5% de décrocheurs, alors qu'on sait qu'il y a 3 millions de jeunes qui vivent dans des familles sous le seuil de pauvreté et dans lesquelles, par définition, l'accès au numérique, par exemple, était totalement improbable et qu'on se doutait que c'était plutôt 25% de décrocheurs déjà sur cette base. Donc, il y a beaucoup de sujets comme ça qui ont été des angles morts, des réponses apportées, et après lesquels on a couru trop tard, d'une certaine façon. Et je ne disais pas que fracture sociale, prenons aussi par exemple la fracture numérique. Moi, ça m'a frappé de voir que le gouvernement met en place une attestation de sortie pendant le confinement, sans se souvenir qu'il y a 7% de la population adulte en France qui souffre d'illettrisme et qui potentiellement n'a pas vraiment accès à ça. Et je ne parle même pas de la fracture numérique que j'évoquais. Donc
Je pense que c'est ces oublis-là qui en disent long sur une conception économique que je qualifiais de libérale et qu'on retrouve d'ailleurs dans le plan de relance, puisque finalement dans le plan de relance, vous avez, je crois que ça doit être 0,8% de ce plan qui doit être consacré aux plus précaires et beaucoup d'oublis là encore. Je m'arrête. Manon, même question. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué et quelle aurait été la première mesure que tu aurais prise si tu avais été en situation? Pour construire sur ce que disait Najat, parce que je le partage complètement, le fait que c'est comme si on oubliait une grande partie de la population qui était ce qu'on a appelé ensuite les premiers de corvée, en référence aux premiers de cordée d'Emmanuel Macron et qui n'était pas nouveau. Mais pour construire sur ce raisonnement, je pense que le réflexe du gouvernement a été de penser que la main libre du marché allait répondre à la crise. Et donc, quand il s'agissait de fournir, par exemple, des outils de protection sanitaire, que ce soit des masques notamment, là aussi, on s'est dit, bon, bah, on va laisser la main libre du marché s'auto-organiser, et donc on va continuer à penser que vont venir de l'autre bout de la planète des masques par un claquement de doigts. Et c'est ça aussi qui a fait toutes les difficultés qu'on a connues au début de la crise sur l'incapacité de la France à fournir ce dont on avait besoin et encore maintenant à ne pas en tirer les leçons, parce qu'on aurait pu se dire au début de la crise, bon, ils étaient un peu pris au dépourvu, mais là, pour répondre directement à ta question, ce qu'on aurait pu faire, bah, si ce dont on avait besoin à ce moment-là, c'était des millions, on va dire plutôt des milliards de masques, parce qu'il en faut plusieurs par jour, alors il fallait organiser le tissu industriel français pour produire les masques dont nous avions besoin. Et je pense qu'il ne faut pas une technologie non plus super avancée pour produire ces masques. On avait la capacité en France, et je suis sidérée du fait qu'aujourd'hui encore, 6 mois après le début de la crise, on dépend de production hors Union européenne. Je ne parle même pas du manque de coordination au niveau européen, mais même hors Union européenne. Et ça aurait été à la fois un outil de protection sanitaire qui permettait de donner des consignes claires, parce que si aujourd'hui les gens sont un peu perdus sur le bord du masque, puisqu'on leur a raconté n'importe quoi ces derniers mois, mais aussi un début d'outil de réorientation de notre économie, de notre production, en relocalisant ce dont on avait besoin. Mais si on s'en aperçoit avec les masques, c'est aussi vrai pour tout ce qu'on a besoin au quotidien, sans parler de la valeur écologique du fait de produire local. Allez, on va aller faire un tour du côté de Zoom. Je ne sais pas si Aurélie ou Aurore sont avec nous. Aurore, peut-être, pour commencer. Alors, vas-y, Aurore, on t'entend. Il y a eu seulement une partie de ressources de l'État mise au service des plus riches d'entre nous, les plus puissants à l'État, que ce soit les entreprises grosses, puisqu'on a vu que les entreprises n'ont absolument pas diminué. C'est ça la réalité. C'est toujours mettre au service, on exhibite les ressources de l'État au service des plus puissants. Le problème, c'est que là-dedans, c'est en fait une détresse qui ne s'est pas seulement, on a compris que ça se fait là, mais qu'en revanche, il y a eu à travers cela une perte, effectivement, et qui aurait fait votre cas public, une perte de réflexe. C'est-à-dire que dans une situation comme celle-ci, l'État, les gouvernements doivent avoir des réflexes. Tu convoques les partenaires sociaux, tu leur dis qu'ils doivent produire. Il y a la question des masques, la question du général du pouvoir public, etc. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu finalement des entreprises privées qui, d'elles-mêmes, se sont mis à faire ce que l'État avait dû leur dire de faire, c'est-à-dire qu'elles finançaient plusieurs chaînes téléphoniques, qui nous privées ont demandé à réquisitionner les centrales d'achat des groupes de distributeurs. Vous savez que nous, on peut vous obtenir des masques sans faire cette job. Et en fait, ça perturbe. C'est-à-dire que la puissance publique ne s'est pas faite de puissance, justement. À force de mettre l'accent sur l'impuissance, elle est devenue de facto impuissante. Et elle a pu se faire effectivement, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais convoquer les partenaires sociaux, notamment la grande distribution, puisqu'en l'État, on n'a pas pu produire sur le territoire pour pouvoir avoir des masques. C'est quand même perturbant de noter que les seuls qui ont été en capacité de commander des masques dans ce pays, ce sont les entreprises et les territoires. Et que les seuls qui ont été capables, c'est l'État. Et ça va nous faire un enjeu, ça veut dire qu'on a un problème d'État profond et qui a nécessité de réformes, et pas de réformes qui avaient un système politique. Les dernières années, je termine juste sur notre politique, la repuissance de notre société, parce que notre
Merci Aurore. Aurélie, tu nous entends? Alors à toi. On t'entend. Merci Aurélie. Gilles? Bonjour à tous, merci Pierre. Je vais essayer de répondre à ces deux questions compliquées. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué? Je pourrais prolonger ce qu'ont dit Najat et Manon, mais je vais aller sur un autre terrain. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué et qui me choque le plus encore? C'est paradoxalement une décision que j'approuve, qui est le port du masque et la distanciation. C'est de nous voir avec ces masques ne ressemblant à rien, ces relations sociales anémiées, tronquées, dégradées. Et je pense que ça a des effets durables et profonds. La seule consolation, qui est une maigre consolation, c'est de prolonger une confrérie qui a été créée par Jacques Prévert, dont j'ai découvert l'existence il y a quelques jours, qui s'appelle la confrérie des Lacoudèmes, ceux qui se disent bonjour avec le coude. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Là, je pense qu'il faut être d'une immense modestie compte tenu de la crise qui a dû être affrontée. Je dirais juste une chose, parce que je crois que ça peut nous servir de leçon pour l'avenir. Je crois que quand on traverse une crise comme ça, l'essentiel, la première chose, c'est d'essayer de garder la confiance. Et garder la confiance,
Ça veut dire ne pas demander aux Français de vous faire confiance, mais de leur faire confiance. Et donc de leur tenir un discours de vérité. Et je crois que l'erreur qui a été commise, peut-être même inconsciemment, c'est lorsque le président de la République dit « nous sommes en guerre ». Il n'y avait pas un ennemi qui nous écoutait et qui nous empêchait de dire la vérité. Et donc, il fallait tenir un discours de vérité, notamment sur cette question des masques que j'évoquais. Merci pour ce premier tour de table. Je vais évidemment vous redonner la parole plus longuement et après je vous passerai la parole à vous, en face de moi, de nous. Najat, j'ai envie de commencer par toi, parce que pour comprendre qui doit payer l'addition, il faut aussi comprendre d'où l'on part. Et est-ce que finalement, cette addition, elle n'est pas le fait d'une soustraction, de soustractions qui ont été faites par le passé? Je pense à la suppression des services publics, des services dans les hôpitaux, je pense à la fermeture des lits, la baisse des effectifs, la baisse des moyens aussi, la stratégie de délocalisation de la production. Il y a eu toute la polémique sur les décisions qui ont été prises de baisser le stock de masques au début de cette crise. Est-ce que finalement, il n'est pas là le premier problème? Il est une mauvaise gestion de l'État, puisque c'est l'État dont il est question, de ne pas s'être préparé justement à cette crise, ou en tout cas avoir fragilisé nos services publics. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la crise du Covid-19, elle s'installe dans un contexte qui est déjà un contexte de crise. D'une certaine façon, avant la crise, il y avait la crise. L'une d'entre vous, c'était peut-être Manon, a évoqué la crise environnementale. Et dans les faits, finalement, si on continue cette ultra-proximité entre l'homme et l'animal, on sera plus vulnérable de toute façon aux épidémies. Donc c'est clair que déjà, on partait d'un problème qui n'a pas été suffisamment traité par les pouvoirs publics, quels qu'ils soient. On pourrait y revenir. La crise sociale que j'évoquais tout à l'heure, la crise sociale d'ailleurs qui a deux branches d'une certaine façon. La première branche, c'est qu'a vraiment révélé le Covid-19, c'est l'inversion de la hiérarchie des valeurs. Quels sont les métiers qui méritent peut-être d'être rémunérés davantage que d'autres et qui comptent vraiment pour notre société? Ça aussi, ça a préexisté à la crise du Covid-19 et d'ailleurs ça n'est pas réglé ni par le plan de relance, ni par le Ségur de la santé, ni par rien du tout et ce sera une question qu'il ne faudra surtout pas lâcher. Et puis la deuxième branche de cette question sociale, c'est ce qu'on sait tous, c'est-à-dire que ce n'était pas pareil de vivre le confinement à la Baule ou de le vivre dans un 20 mètres carrés quelque part dans un quartier populaire. Bon. Et puis, il y a une troisième crise qui préexistait, mais qui s'est vue très très fort là, et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est une crise de l'État dans sa conception État stratège en matière industrielle, donc un État qui n'a pas suffisamment investi pour avoir des usines capables de produire des masques, des respirateurs, etc. Mais aussi de l'État dans sa conception organisateur de services publics. Et il y a deux services publics en particulier qui ont été mis en lumière dans cette crise, c'est le service public de la santé. Et on ne peut pas dire autre chose que clairement le service public de la santé et de l'hôpital n'allait pas bien. Et d'ailleurs, avant même que le Covid-19 arrive, on était à 18 mois de mobilisation des personnels hospitaliers auxquels n'avait pas été apporté de réponse. Et de ce point de vue, je peux te rejoindre quand tu dis que oui, depuis des années, on se traîne entre un ONDAM, un objectif national des dépenses d'assurance maladie qui est trop contraint, entre une tarification à l'activité à l'hôpital qui a fait des hôpitaux finalement des entreprises et qui ne les a vraiment pas servis, etc. On se traîne des choses qui sont problématiques pour l'hôpital et qu'il faut résoudre. Et ça, oui, ça préexistait, ça a été encore plus dégradé ces toutes dernières années, assurément, depuis 2017, mais ça préexistait quand même. Et puis après, il y a des choses qui ont particulièrement été dégradées depuis 2017, pardon d'y revenir, mais c'est le deuxième service public qui, pour moi, a éclaté dans cette crise du Covid-19, c'est le service public de l'éducation. Honnêtement, je veux dire, c'est pas du tout pour à nouveau revenir, c'était mieux avant, etc. Mais enfin, si en 2017, on avait poursuivi sur le recrutement des profs, comme on l'a fait pendant 5 ans, je vous rappelle qu'on a quand même recruté 60 000 profs, on aurait eu suffisamment de profs là pour dédoubler davantage de classes au moment où on en a besoin. Si en 2017, on n'avait pas arrêté de façon totalement idéologique et stupide le plan numérique qu'on avait mis en place pour précisément que les élèves aient des outils à leur disposition, voilà, qu'ils sachent utiliser, que les professeurs soient formés à le faire, etc., on ne se serait pas retrouvé dans une situation où, quand le confinement
confinement est mise en place, dans l'improvisation la plus totale, vous avez des professeurs qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas du tout l'usage de ces outils technologiques et la continuité pédagogique qui ne s'installe pas, enfin, soyons honnêtes. Donc, et puis, je ne vous parle même pas, pour rester sur l'éducation, sur le fait que depuis 2017, le travail sur le décrochage scolaire, pardon de vous le rappeler, hein, mais moi je sors d'un quinquennat dans lequel on avait fait passer le nombre de décrocheurs scolaires de 140 000 à 80 000. Depuis 2017, je n'ai plus jamais entendu parler de lutte contre le décrochage scolaire. C'est passé où? On n'a pas d'outils pour ni l'évaluer, ni pour améliorer la situation. Donc, ils sont parlé aussi, puisque je l'évoquais dans mon introduction, de la pauvreté des enfants. On a quand même eu, ces 3 dernières années, un ministre qui a pris la décision, c'était avant le Covid-19, de diviser par 2 les fonds sociaux qui aident les enfants les plus pauvres dans les établissements scolaires. Donc, comment voulez-vous qu'on ait pu être en situation, quand le confinement arrive, de bien connaître les familles pauvres, puisqu'on n'a plus les moyens de les accompagner dans les établissements scolaires, de bien lutter contre le décrochage, etc. On ne l'a pas. Donc oui, il y a eu cette crise de l'État comme organisateur du service public, et je pense que maintenant qu'on est en train de, peut-être, j'espère, de sortir vraiment du confinement, de penser la suite, de préparer la suite, il faut regarder ce plan de relance en particulier. Est-ce que vous avez le sentiment que le plan de relance fait la part belle au service public? La réponse est non. D'ailleurs, le président de la République lui-même le disait, je lisais ça dans un entrefilet, interrogé sur la nécessité d'embaucher de nouveaux professeurs, mais à quoi ça sert? Ce n'est pas les professeurs qui contribuent au redressement économique. Bon, et puis même s'agissant du service public de la santé, puisque c'était ta question, il y a eu certes le Ségur de la santé, sur lequel il y aurait bien des choses à dire, et on peut prendre les avancées, tant mieux, mais enfin, c'est quand même assez limité comme avancée, puisque finalement le principal problème de l'hôpital et du service public de la santé, c'est la charge de travail par soignant. Et à cette question-là, la réponse n'a pas été apportée pour le moment. Donc oui, la question des services publics revient absolument en force, et oui, il faut reconnaître que soit les choses se sont dégradées, on les a laissées se dégrader, soit même on a complètement vraiment détériorer le service public. Encore une fois, moi je suis désolée, j'aurais employé le mot libéral parce que c'est ma conception des choses. J'estime que c'est une gestion libérale en ce moment et dans laquelle on considère que y a l'économie capitaliste en quelque sorte qui mérite d'être soutenue, puis tout le reste autour, les services publics, les emplois aidés, qui n'a pas vraiment de nécessité, des raisons d'être, et qu'on coupe à chaque fois que c'est possible, quitte à s'en mordre les doigts un peu plus tard, puisque finalement les emplois aidés, le président de la République a décidé de les remettre en place. C'est qu'il s'est bien rendu compte pendant ce confinement et ce qui se passait par exemple dans les quartiers populaires que les associations, on en avait un peu besoin dans ce pays. Merci Najat. Aurélie, on a tous en tête, j'imagine qu'on se souvient tous de la scène de cette infirmière qui s'adressait à Emmanuel Macron et qui lui disait on a besoin d'argent au quotidien, on a des fermetures de lits dans nos services faute de personnel, on a besoin de moyens et de personnel, donc on ne peut plus accueillir les patients, il faut des lits et du personnel, avait-elle dit à Emmanuel Macron, et lui avait répondu, vous vous en souvenez sans doute, il n'y a pas d'argent magique. Alors Aurélie, est-ce qu'on a retrouvé l'argent magique? Je sens que tu ne vas pas répondre à la question, c'est ça? C'est d'abord c'est aussi une crise du système capitaliste, tous ces composants, et donc le fait qu'il y avait évidemment des choses existantes, tu vois, on peut pas analyser le fait que les maladies sont aussi liées à la charge supérieure, etc. Nous aussi, un certain nombre de ces maladies sont accélérées aussi par la mortalité et voilà, la difficulté sanitaire pendant cette période-là, le fait qu'on va avoir des années, ça fait des années, les soignants allaient ça c'est bien avant la recette en fait. Et pour le coup, moi c'est la vérité, je pense que la personne de gouvernement, mais je pense que nous non seulement avec la politique du gouvernement, mais des gouvernements précédents. Même si vous n'avez pas arrivé à la on a un rapport de culture libéralisme qui était pour moi aussi le fait des gouvernements précédents. Ça c'est et de la même manière, je pense qu'aujourd'hui, la vraie travail de notre politique qui a été introduit, qui a été continuité par la l'économie. Aujourd'hui, les facilités de licenciement, la possibilité d'imposer du travail précaire, on va avoir toute la mesure dans les mois avec le chômage à l'emploi, les centaines de milliers d'emplois qui vont s'abattre et qui vont, et ces lois de travail,
plan de relance. Donc, c'est un plan de relance qui va essentiellement jouer en fait à la compétitivité des entreprises, plus la baisse de l'impôt sur les sociétés qui est aussi en route. Donc, c'est en fait un petit cher et aussi du patronat qui était fixé là. Et pas seulement sur les besoins dans la conseil, en fait, ça va être chaque année, cette baisse de charge d'entreprise, elle est toutes les années. C'est ça, c'est vraiment une stratégie du choc du gouvernement, c'est-à-dire qu'on profite de la crise. Et d'ailleurs, dans les considérations qui s'ensuivent, on fait un modèle d'agenda de l'État à la CPE. Donc, pour un peu, c'est des précédents à 5 mois. Voilà, il y a une façon que les mécanismes de chômage partiel, permettent tout à fait de diminuer le salaire dans l'entreprise. Et en fait, on a la véritable condition économique et sociale à la hauteur des valeurs de ce que le social pourrait permettre. À côté de ça, on a la dette monétaire, un milliard, c'est 100 milliards d'euros, c'est pas la leçon, qui sont fléchés vraiment à faire les monétaires. Voilà, et pour ça, la légitimité, c'est de l'argent magique pour aujourd'hui, pour les moyens, et là, c'est la légitimité dans les années à venir, les mesures d'ajustement structurel, et donc on va nous parler un peu d'équilibre dans 1, 2 ou 3 ans, et puis on nous dira, il faut retrouver les services publics, il faut, la nomination de la Bénédiction Chamin, c'est pas comme ça, c'est, je veux dire, derrière, on va aussi, il y a la fonction des services publics, et ça, on prépare le terrain, le gouvernement, pour d'ici, d'ici quelques mois, nous servir le discours comme quoi finalement, il y a quand même un problème de déficit, vers les recommandations européennes, il y a des conditions certes de mesures très larges, mais aussi des mesures d'ajustement structurel. On verra le détail dans les gouvernements ici. Sans compter que le plan de retraite, l'assurance chômage, la loi assurance chômage, tout ça, c'est peut-être pour lever à court terme, mais voilà, c'est toujours dans la valeur du gouvernement. Et donc, je voudrais revenir là-dessus, donc, dans plusieurs messages qu'on met en avant, c'est oui, il faut effectivement un plan massif de réponse aux besoins sociaux et écologiques, confier des dizaines de milliards d'euros sur la table par le gouvernement. Il y a aussi des centaines de milliards d'euros qui sont ajoutés par la Banque centrale européenne, ses conditions économiques et sociales, notamment en Chine. Donc, profiter de tout cet argent public pour confondre nos conversions écologiques et sociales, des investissements dans des activités polluantes, mais en même temps, en garantissant l'emploi et les revenus, en garantissant une formation de haut niveau qui vont convertir vers les secteurs d'avenir. Dans les secteurs d'avenir, il y a la production publique, mais il y a les services financiers. Et notamment, les services publics, c'était très bien dit par Najat notamment, sur l'éducation. Sur la santé, sur les services aux personnes dépendantes, alors aussi, on a montré à quel point on a un vrai problème de l'épargne. Donc, voilà, et ce sont des emplois non délocalisables, parce que le qualifié a quasiment, je pense aussi, une planification des États qui est un peu plus contrôlée, c'est une sorte de souveraineté entre multitudes de secteurs, mais c'est bien absolument pas la logique, c'est une aide massive à la compétitivité des entreprises, sans quasiment conditions, en tout cas, de la conditions économiques et sociales. Voilà. Merci Aurélie. Gilles, on a tous entendu cette semaine les mots de Lionel Jospin qui a d'abord dénoncé l'infléchissement libéral du gouvernement précédent. Il a aussi dit, plus étonnamment, que personne n'était néolibéral aujourd'hui. Pourtant, quand même, quand on observe le plan de relance qui a été annoncé, quand on observe justement ces 100 milliards qui sont annoncés, ça a été dit par Aurélie, on a le sentiment quand même que c'est les entreprises qui vont en bénéficier les premiers et pas les plus vulnérables. Donc ma question, elle a à voir précisément avec le thème de ce débat, c'est qui va payer finalement ces 100 milliards. Et l'autre partie de ma question, ça a aussi été dit par Aurélie, mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on raisonne en termes financiers, on voudrait savoir si c'est les citoyens qui vont payer ces 100 milliards, mais finalement aussi quel est le contre-coup de l'addition qui consiste aussi à dire si l'Europe donne de l'argent à la France, ça va être conditionné par des réformes structurelles, à commencer par la réforme de la loi travail. Est-ce que cette addition, c'est pas aussi des conséquences en matière de mesures, il y a des mesures économiques, mais aussi des mesures politiques qui vont impacter très fortement l'avenir de tout le monde. Bon. Je vais essayer de répondre à la question, pour le coup, en me centrant sur ce qui est vraiment le cœur du débat, ou au moins sur
une partie de ce débat. Qui va payer la crise? On se place au futur. Il y a déjà ceux qui ont payé la crise. La crise sanitaire, les plus âgés, les plus malades. En fonction du territoire, j'habite en Seine-Saint-Denis, la surmortalité a été absolument considérable. Qui a payé la crise économique? Les plus dépendants, les plus jeunes qui rentrent sur le marché du travail, les plus précaires, qui étaient en CDD, en CDI. Et la crise économique, comme la crise sanitaire, elle n'a pas eu lieu seulement en France. Il y a eu des centaines de milliers de morts ailleurs et des centaines de millions de chômeurs ailleurs. Et je crois qu'il faut aussi réfléchir dans un esprit de solidarité internationale. Qui va payer la crise? D'une certaine manière, je commence par cette remarque peut-être malicieuse, mais cette question peut paraître anachronique. Ça fait, ce qui peut faire écho à la phrase de Lionel Jospin, ça fait maintenant plus de 30 ans que je participe au débat public. C'est sans doute la première fois où la question de qui va payer est aussi peu posée, où la question des recettes, la question des déficits est à ce point secondarisée dans le débat public. Si j'avais un esprit négatif, je dirais nous sommes en retard d'un débat. Et faisant preuve de ce qui peut être un péché mignon de la gauche, qui est une certaine obsession fiscale. Mais comme je suis un esprit positif, je pense que nous sommes en avance du débat et que cette question-là, elle va se poser. Et que ça va être une des questions de la campagne présidentielle qui vient et un des enjeux du prochain quinquennat, et que donc il faut se la poser. Il faut se la poser, et je pense, et c'est là-dessus que je vais concentrer mon propos, en essayant d'apporter une réponse à une question qui peut nous diviser, qui est de savoir, qui est une question implicite dans ce qui va payer, mais qui est dans le cœur du débat. Je lisais la une de Socialterre ce matin. Est-ce qu'il faut payer la dette? Est-ce qu'il faut plaider pour une annulation, au moins d'une partie de la dette, disons, de celle qui est circonscrite dans le bilan de la Banque centrale européenne? Et je crois que ce débat-là ne doit pas être un débat tabou. Et je le dis en ayant une pensée pour David Graeber, qui est l'anthropologue qui est mort hier, qui a écrit une magistrale histoire de 5000 ans de dette, dans laquelle il montrait que la dette est un élément de la domination dans une société, et que donc c'est un sujet qui est un sujet légitime. Et je note aussi que cette semaine même, il y a eu des annulations de dettes pour une trentaine d'États africains. Donc, il faut se poser cette question-là. Le débat, je n'entrerai pas dans le débat économique, et il a été, il est documenté. C'était très intéressant. Même Terra Nova a lancé ce débat-là en étant à la fois avec à la fois des papiers pour et des papiers contre. Donc, je voudrais le faire aborder cette question-là sous un angle de stratégie politique. Mon premier point, vous l'avez sans doute compris, en pensant que c'est une impasse. On peut prendre cette question-là sous l'angle du réalisme. Il y a Greg qui et évidemment, ça peut être mon premier penchant de social-démocrate. En redoutant qu'il y ait dans cette voie-là un risque de disqualification électorale. C'est-à-dire que l'électorat, y compris l'électorat populaire, rejette une perspective qui l'inquiète. Et de disqualification européenne, au sens où je ne vois pas quels sont nos partenaires. Mais ce n'est pas sous cet angle-là que je pense que le débat est intéressant, c'est plutôt sous l'angle de la radicalité. Et peut-être au risque de surprendre, je pense qu'il y a à la fois dans ce qu'est l'état d'esprit des Français aujourd'hui et les exigences de la situation, un besoin de radicalité, ou en tout cas d'une part de radicalité dans le projet qui devrait être porté à cette élection présidentielle. La question est de savoir quelle est la bonne et quelle est la mauvaise radicalité. Et pour dire les choses de manière peut-être trop caricaturale ou trop synthétique, je pense que la bonne radicalité est celle qui se concentre sur ce qui est le cœur du problème et qui projette les Français dans un avenir. Et que la mauvaise radicalité est celle dont sa propre fin est elle-même et qui n'a pas d'issue. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que centrer la question sur l'annulation de la dette, je crois que dans le contexte aujourd'hui, c'est un problème qui est un problème secondaire. Quand les taux d'intérêt sont bas et quand ils sont durablement bas, inférieurs au taux de croissance, on n'a pas de problème pour financer la dette. Et même que cette question est contre-productive, c'est là où je reviens sur la bonne radicalité, c'est que ça réduit les chances de trouver les centaines et peut-être même les milliers de milliards dont nous avons besoin pour financer les transitions écologiques, environnementales, démographiques qui sont devant nous. Je termine d'un mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette actuelle, les 100 milliards, mais il y a les 100 milliards du plan de relance, il y a les centaines de milliards d'euros des plans européens. Il faut essayer de les réduire. Et que la vraie question est de savoir quand on commence à payer et pendant combien de temps, pas de l'annulation. Il faut évidemment la partager. Bon, ça, je ne rentre pas dans les débats de solidarité et de politique fiscale. Et que ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la dette future qu'il faut encore augmenter. Et je lisais il y a quelques jours un article d'Olivier Belanchard, ancien chef économiste du FMI, qui n'est pas le plus gauchiste d'entre nous, et qui disait que dans une situation dans laquelle les taux d'intérêt sont aussi bas, il est légitime de s'endetter. Et je crois que c'est ça la vraie radicalité aujourd'hui. Et ce dont nous avons besoin, c'est de trouver les centaines, les milliards de milliards pour financer les transitions qui sont devant nous. Merci Gilles. J'imagine que effectivement l'intervention, je vois Manon qui a très envie de réagir. Mais Manon, tu vas attendre un tour parce que c'est à Aurore que je vais m'adresser. Mais évidemment, le débat va forcément tourner autour de la question de la dette et c'est très intéressant ce que vient de dire Gilles, puisque en fond, tu poses la question de la crédibilité des propositions qui sont faites sur l'annulation de la dette ou la manière dont on peut différer la dette ou renégocier les taux d'intérêt qui sont faits à travers cette dette. Du coup, Aurore, j'ai envie de te demander. Est-ce que cette dette est légitime et finalement, je rentre la question qu'on a envie de se poser et que je te pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà dire on ne paiera pas cette dette au risque, comme le disait Gilles, de perdre des finances à travers ceux qui prêtent, les banques. Et une dernière question qui me paraît aussi intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on s'endette très fortement, puisqu'on parle de 100 milliards. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait investi ces 100 milliards d'euros dans l'économie française avant la crise? Si on n'avait pas été en période de crise, qu'est-ce qui se serait passé si justement ces 100 milliards, ce plan qu'on nous présente aujourd'hui, avait été proposé avant cette crise? Aurore, à toi. Alors, j'ai vraiment des questions et j'ai remonté savoir ce qui a été dit. Moi, la radicalité aujourd'hui, c'est de faire de l'économie sérieusement. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire d'arrêter de raconter les trucs bien pour pouvoir pour justifier certaines politiques. Le drame quand même ces dernières décennies, c'est que tout le monde s'est mis à parler d'économie, et c'est très bien, mais pas forcément pour fixer les objectifs. Souvent pour pouvoir un peu nier les termes du débat et faire croire aux gens qu'il est impossible de rêver. La réalité, c'est que l'économie, c'est la technicité. Et que c'est, comme disait Ken, c'est politique d'être à la nature, au volant, et aux économistes d'être derrière. Rien n'est vraiment impossible en économie. Il n'y a quasiment aucune loi en économie. Donc quand j'entends la question de la récapitalité sur l'annulation de la dette, détenue par la Banque centrale européenne, sachant qu'en gros, c'est une annulation de dette, ça repose sur les épaules de personnes, parce que c'est la création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire qu'en gros, la seule institution qui a le droit de supprimer la dette sans que ça retombe sur les épaules de quelqu'un, c'est la Banque centrale européenne. Voilà, les bras, on tombe un peu. Et quand on me dit que les taux d'intérêt vont être durables ou pas, les bras, on tombe un peu. Parce que ça, on n'en sait strictement rien. Alors maintenant, on va revenir sur la question de la dette, justement. Et il y a quand même un sujet qui est le suivant. Est-ce que dans les autres ateliers, je me le demande, et j'y sais en tant qu'économiste, vous avez eu un débat où les intervenants sont intervenus pendant des heures sur le taux d'intérêt, sur le taux de change, sur des choses comme ça? Non, ça n'existe pas. Parce qu'il y a quand même un vrai sujet qui est que nous sommes obsédés par la dette. Et c'est problématique à plus d'un titre. Alors c'est un outil économique comme les autres. C'est problématique à
vu un truc, premièrement, parce que, les crises financières viennent toujours des dettes privées, jamais les dettes publiques. Ça, c'est un premier point. Voir l'Espagne, voir les États-Unis, voir la crise de 2008. Deuxièmement, parce que ça impacte notre imaginaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites que la croissance du PIB, c'est le premier indicateur, et bien vous allez faire tout pour avoir la croissance du PIB, peu importe les conséquences environnementales et sociales. À partir du moment où vous dites que le premier indicateur, c'est le taux d'endettement public, et bien vous allez voir tout en termes de coûts. Ça a un impact sur nos imaginaires, et peu importe aussi les conséquences environnementales, par exemple. Parce que s'il y a bien une dette qu'on ne pourra jamais rembourser, c'est la dette environnementale. Ensuite, ça pose un problème de démocratique. Attends, sur lequel En termes de discours et qualité de discours, justement. C'est-à-dire que ça permet sur le micro, il est parfait. à travers des éléments de langage sur la peur, etc. Il faut gérer la dette en dans quel sens dette d'État. Je peux vous assurer que ça ne se gère pas du tout comme un endettement comme vous allez à votre banque, etc. Enfin, la France n'est pas du tout, quand elle négocie sa dette, elle n'est pas du tout le même rapport de force que vous avez votre banque. Un État, ça ne fait pas faillite, par ailleurs. Les finances sont exceptionnelles et c'est souvent organisé politiquement. Donc les cyniques vont pouvoir se montrer pour utiliser des éléments de langage qui vont vous dire non, mais il faut faire les choses sérieusement, et par sérieux, il faut faire attention, il ne faut pas trop dépenser, etc. Et c'est ceux-là qui nous disaient il y a 5 ans, allez faire attention, qui sont en train de nous dire c'est pas grave, on va faire les vannes, et qui vont nous dire dans quelques mois, là, il faut faire de l'austérité pour pouvoir rembourser. Toujours sur le coup de la raison et de la responsabilité, alors que c'est un discours économiquement particulièrement faux, parce qu'une dette, elle peut être parfaitement insoutenable, comme parfaitement soutenable. On peut avoir des pays qui ont un taux d'endettement PIB de 250%, voire le Japon, et qui vont globalement bien, et des pays qui vont être complètement en faillite avec des taux d'endettement de l'ordre de 50 à 60% du PIB. Donc tout ça est beaucoup plus complexe, en fait, qu'on veut bien le dire. L'autre partie des personnes vont se retrouver en situation de sidération. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ah bah les gens qui disent qu'il faut réduire la dette, c'est des gens sérieux, ils ont raison, et moi j'ai tort. Et c'est ce qui s'est passé sur une partie de la gauche. Et après, d'autres vont avoir peur, en fait. Ils vont avoir peur du ridicule. C'est un vrai sujet en économie. C'est-à-dire que plutôt que d'oser dire, non, là, vous racontez n'importe quoi, il y a la possibilité de faire de l'annulation de dette, il y a la possibilité de faire de la politique monétaire comme avant, c'est-à-dire en finançant directement les États, de faire la monnaie hélicoptère, de trouver des solutions techniques. Certains, en fait, vont avoir peur d'assumer le discours et au nom d'une certaine bienséance, vont avoir une capacité à répéter des arguments souvent entièrement faux. Voilà. Et nous, il faut savoir que quand on a défendu l'annulation de la dette avec Isabelle Coutet-Soubeyran, Laurent Serron, Gaël Giraud, Nicolas Dufresne, etc., on s'est tapé des coups de téléphone de personnes, justement, qui nous ont dit ah non, mais faut pas en parler parce que ça va créer la défiance. Et nous, on leur dit, mais allez-y, dites-nous techniquement pourquoi c'est impossible. Parce que dans un premier temps, c'était ça. On nous a dit, oh là là, mais techniquement, c'est bête, c'est impossible. Quand on leur a démontré que, bah non, parce qu'en gros, on connaît notre job quand même, ça ne l'est absolument pas. On a eu des éléments de langage, mais ça crée de la défiance, etc. Donc on joue toujours sur la question de la peur. L'autre problème avec cette obsession de la dette, c'est qu'on reste dans une perspective gestionnaire. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut gérer. Mais en fait, des fois, dépenser de l'argent, et même souvent, c'est en économiser. Et je viens répondre à la question, Pierre, qui est de dire si on avait dépensé de l'argent. Eh bien, si on avait investi dans la transition écologique, si on avait investi dans la lutte contre les inégalités, si on avait investi dans l'hôpital public, etc., effectivement, on aurait économisé beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'investir, c'est avoir un retour sur investissement, premièrement. Et deuxièmement, c'est souvent éviter des coûts. Et on ne pense pas assez en termes d'évitement de coûts. C'est-à-dire se dire que des fois, investir dans certaines choses, ça nous permettra d'éviter des coûts plus tard. Donc en fait, dépenser de l'argent, investir, c'est souvent en économiser. Et je reviens sur la situation actuelle. On est entré dans cette crise avec un taux d'endettement privé extrêmement élevé dont personne ne parle, notamment les grands groupes. Les grands groupes, il y a une politique accommodante dont on va parler tout à l'heure à partir de 2008 au niveau européen, qui a fait qu'on avait déjà des taux d'intérêt en fait très bas. Les grands groupes se sont endettés massivement, donc on a une dette privée très importante. La plupart du temps, pas pour investir, pour servir pour verser des dividendes. Voilà. Donc on arrive dans un moment avec une dette privée extrêmement importante, un affaiblissement de la réglementation financière. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, toutes les politiques actuelles, et c'est là, à mon avis, surtout le gros problème du plan de relance européen et du plan de relance français, ça passe par quoi ? Par du prêt. Voilà. Donc, on rajoute sur un taux de dette privée de l'endettement privé qui ne pourra pas être remboursé. Pourquoi ? Parce que si on regarde les chiffres macroéconomiques de manière rationnelle et sans idéologie, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que les entreprises
ont utilisé ces prêts, et c'est normal, pas pour investir, mais pour pouvoir compenser des pertes. Et donc là, on va se retrouver avec un vrai sujet qui est celui des défauts de paiement. Et on sait très bien que s'il y a 21% des entreprises qui ne remboursent pas leurs prêts, alors ça va avoir une contagion au niveau bancaire et alors on va se taper une crise bancaire. Donc voilà, donc il faut regarder les choses de manière macroéconomique assez rationnellement pour pouvoir penser la politique, ou du moins afficher des objectifs politiques et ensuite voir comment on fait d'un point de vue économique. Et j'en finirai juste là parce que je suis peut-être trop longue. La question n'est pas tant de qui va payer, mais comment on fait et surtout pour faire quoi. En fait, c'est pour faire quoi et qui on doit protéger. C'est-à-dire que qui doit payer, il y a une question qui est la question fiscale notamment, qui est une Manon, à mon avis, va en parler parfaitement, qui est une question de partage, qui est une question de redistribution, etc. Et c'est un vrai sujet. Mais là, la vraie question, ça doit être pourquoi faire, comment on fait. Et là, la macroéconomie, on peut annuler sans problème les dettes de la BCE. C'est un problème politique, c'est absolument pas un problème technique. Et les questions de stratégie politique, je n'y crois pas trop derrière. Et surtout, qui doit-on protéger? Et une fois qu'on a posé ces questions-là, la technique, elle suit derrière, en fait. Il suffit de faire un plan d'investissement massif. Il faut porter l'annulation de dette de la BCE. On peut augmenter le SMIC pour soutenir la demande globale. On peut faire une réforme fiscale pour avoir des conditionnalités sociales et environnementales. Donc, je finirai là-dessus. Et sur qui doit payer, c'est les politiques néolibérales qui doivent payer cette crise. Et on doit vraiment s'en débarrasser et renouer avec un État-providence social et écologique. Merci Aurore. Manon, je pourrais ne pas te poser de questions puisque je sens que tu as à peu près 10 milliards de choses à dire sur ce qui vient d'être dit. Et Gilles l'a dit, c'est vrai qu'il y a un débat à gauche sur la question de la dette. Mais quand même, on va aussi avancer et on va faire appel à tes compétences puisque tu es très active au Parlement européen sur les questions fiscales et les questions aussi de fraude fiscale. On a entendu Bruno Le Maire cette semaine, il l'a dit, moi, tant que je serai ministre, je n'augmenterai pas les impôts, voire je continuerai à les baisser. Ça veut dire qu'on continue de baisser les recettes de l'État. Du coup, où est-ce qu'on trouve cet argent magique? Comment on le trouve? Et d'ailleurs, d'où il vient cet argent? Bon, c'est vrai que j'aurais beaucoup de choses à dire. Pour commencer sur ta réponse, face à une baisse des recettes qui arrivent dans les caisses de l'État, c'est vrai que les États, et a fortiori les États libéraux, ces dernières années, ont fait souvent une combinaison de deux alternatives, comme s'il n'y avait que ces deux-là, c'est-à-dire moins de recettes, moins de dépenses, y compris dans les services publics, et on en a parlé dernièrement. Je suis ravie d'ailleurs que Najat reconnaisse dans une certaine mesure que c'est un héritage qui date un peu, même si là on atteint un peu des fonds abyssaux avec ce gouvernement. Et puis, et la deuxième alternative pour les gouvernements, c'est d'essayer d'aller trouver d'autres recettes. Et sur le fait qu'ils n'ont pas augmenté, ils ne vont pas augmenter les impôts, c'est faux. C'est faux. Ils ont déjà prévu de maintenir la CRDS qui devait être supprimée. La CRDS, c'est pour financer la dette sociale. Vous allez me dire, on s'en fout, on sait pas de quoi on parle. Regardez sur votre fiche de paye. Regardez sur votre fiche de paye. On a un taux, on a un impôt qui est purement injuste parce que c'est le même taux pour tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre, vous êtes taxé au même taux. Donc c'est en fiscalité ce qu'on appelle un taux régressif, donc injuste. Et donc, le gouvernement, en fait, nous ment éhontément. Et il nous ment éhontément, et je me permets d'ajouter un élément aussi dans le débat, quand il nous dit regardez, c'est formidable, on investit 100 milliards d'euros, et d'ailleurs, je me rappelle de Clément Beaune cette semaine, mon secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui dit ça ne devrait pas s'appeler Relance France, mais Relance Europe. En gros, bravo, et puis c'est d'ailleurs grâce à nous qu'on a sauvé l'Union européenne, et derrière, on a sauvé ce plan de relance. Et là, c'est important de le regarder dans le détail, parce que ce dont on parle, c'est que les 40 milliards d'euros qui viennent de l'Union européenne, déjà, d'une part, d'un point de vue financier, ils ne vont pas être décaissés avant 2021 ou 2022. Donc, c'est pas de l'argent qui va arriver tout de suite. Mais surtout, attendez l'usine à gaz que ça va être. On va avoir 40 milliards d'euros prêtés par l'Union européenne grâce à un emprunt qui est fait au niveau européen. On peut se dire, moi, un emprunt au niveau européen, pourquoi pas? Mais quelles sont les conditions de remboursement? Je suis absolument pas contre la solidarité européenne, qui plus est entre États européens, mais ça va poser énormément de problèmes parce que la France emprunte 40 milliards d'euros à la Commission européenne qui emprunte sur les marchés financiers. Donc imaginez le circuit, la Commission emprunte au marché financier, puis la Commission prête à la France, et la France doit ensuite, en réalité,
rembourser la Commission européenne, parce que ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que pour le moment, les 40 milliards d'euros, en réalité, ils devront être remboursés euro par euro tant qu'on n'a pas l'équivalent en ressources propres au niveau européen. Tant que l'Union européenne n'est pas capable de se financer et de collecter ces recettes-là, alors, franchement, on va pas se mentir, c'est la France qui va rembourser ce qu'elle a emprunté. Et elle va rembourser à la hauteur de son budget, donc potentiellement plus que ce qu'on lui a prêté. Parce que les ressources propres aujourd'hui au niveau européen, on en est à l'échelle naine, puisque le seul accord qu'il y a au niveau européen, vous pouvez regarder dans les détails et même entre les petites lignes de l'accord du Conseil de juillet dernier, c'est une seule chose, c'est la taxe plastique, c'est 3 milliards d'euros. Et la taxe plastique, en plus, qui a vocation à décroître parce qu'il y a un enjeu environnemental, on va, j'espère, consommer moins de plastique et donc payer moins de taxes. Et donc, on a 3 milliards d'euros qui sont financés sur les 750. Donc déjà, il y a un mensonge. Les 40 milliards d'euros, ce n'est pas un don de la part de l'Union européenne. Alors qu'on aurait pu le faire différemment. Et là, j'en arrive avec le débat avec Gilles parce que j'avoue que les bras m'en tombent. J'avais envie de venir optimiste à ce débat en me disant quand même, et avec Aurore on bataille beaucoup, on porte un message commun sur la dette et je me suis dit quand même, tu nous diras ce que t'en penses après Aurore, mais moi j'ai l'impression que le débat évolue un petit peu. Honnêtement, avant, quand on prenait l'annulation de la dette ou le changement de mandat de la BCE, on passait pour des bolcheviks. Maintenant, vous avez des libéraux comme Alain Minc qui prennent l'annulation de la dette. Vous avez aussi le directeur de la Banque centrale des Pays-Bas qui dit que peut-être il faudra se poser la question. Parce que oui, la dette, c'est possible de l'annuler. Alors, c'est possible techniquement parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne, même si elle n'a pas le droit de prêter directement aux États, ce qui par ailleurs, pour moi, justifie la nécessité de combattre cette règle-là qui est inscrite dans les traités européens, ce qui veut dire changer les traités européens. Ça aussi, c'est un débat qui pose question à gauche. Mais là, je vous donne un exemple précis qui nous contraint dans la politique économique de relance que nous voulons mener. Et donc, la Banque centrale européenne, à l'heure actuelle, détient 20% de la dette française, un tout petit peu moins. 20% de la dette française à travers le rachat de dette qu'elle a fait, c'est une dette qu'elle pourrait annuler. Parce que oui, c'est de l'écriture comptable. Alors, on peut aller dans les détails, est-ce qu'il y a vraiment des risques d'inflation, etc. De toute façon, on est en dessous du mandat de la BCE, de l'objectif de 2% d'inflation. On a un moins d'1% dans la zone euro. Donc, oui, c'est possible. Après, sur comment on mène une politique monétaire sur le long terme. Moi, je pense qu'on peut distinguer, entre guillemets, j'aime pas trop ces termes, faudrait en trouver d'autres, les bons et les mauvais investissements. Quand on fait un investissement sur le long terme, ça justifie d'avoir recours à la dette, puisque c'est un investissement qui non seulement va rapporter à l'avenir, mais qui en plus est à mettre en équivalent, non pas au PIB. D'ailleurs, c'est un ratio qui n'a aucun sens. Quand on parle de ratio dette sur PIB, un titre de dette, en moyenne, on détient 8 ans, alors qu'on compare aux revenus d'un an. Le PIB, c'est les recettes en un an. C'est un peu comme si vous, quand vous faites un emprunt à la banque pour acheter une maison, on compare votre taux d'endettement, par exemple, je sais pas, vous avez emprunté 200 000 euros à votre revenu annuel. Je pense pas qu'il y ait pas beaucoup de gens dans cette salle qui gagnent 200 000 euros. Et on dirait, vous avez un taux d'endettement à 100, 200%, il faut se serrer la ceinture. Mais non, vous avez longtemps pour le rembourser. Et la différence entre vous et un État, c'est qu'un État, on est sûr qu'il va pas faire faillite. Donc, je pense que les bons investissements méritent qu'on emprunte sur les marchés financiers, mais méritent surtout que la Banque centrale européenne puisse prêter directement aux États. Ensuite, il y a la deuxième partie, les dépenses exceptionnelles auxquelles on a pu faire face. Ces dépenses-là, c'est les dépenses qui ont pu être faites notamment dans la crise du coronavirus. Et là, à mon sens, justifie une annulation. Et ensuite, pour conclure, je finis sur ce point-là. Je suis un peu étonnée, Gilles, ce que tu dis. Il y a une obsession de la fiscalité à gauche. Et après, tu nous dis la réponse monétaire n'est pas non plus une réponse. Alors que pour moi, justement, ce qui doit faire le cœur, la cheville ouvrière, les deux jambes de la réponse politique économique de la gauche est précisément une articulation de la politique monétaire
et de la politique fiscale, qui l'une ne va pas sans l'autre. On y reviendra après, si tu le veux bien, Pierre. Mais à mon sens, souvent elles ont été présentées de manière isolée l'une de l'autre, alors qu'elles sont extrêmement complémentaires. La politique monétaire permettant ces investissements de long terme et la politique fiscale permettant de financer le fonctionnement et de redistribuer les richesses. Et je pense que si on ne marche pas sur ces deux jambes, alors on ne peut pas espérer avoir une politique économique à la fois juste socialement et qui permet de faire face aux défis climatiques. Merci Manon. À vous la parole. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Oui, bonjour. Je suis Michel Tourny, j'habite Mâcon et je suis un ancien directeur financier d'une multinationale. Alors moi, j'ai entendu beaucoup de choses et que je voulais parler, mais je ne vais pas en parler puisque Manon Aubry et Aurore Leluc en ont parlé, qui vont dans le sens que je pensais. Maintenant, il y a des choses pour les non-initiés, il y a des choses qui sont vraiment faciles. Je repense ce que vient de dire Manon. Il y a effectivement dans la dette, il y a ce qui va pour le fonctionnement et pour l'investissement. L'investissement, c'est très intéressant effectivement parce que quand il n'y a pas les taux d'intérêt qui sont très bas, c'est de l'argent qui permet de faire fonctionner les entreprises, etc. et qui rapporte de la TVA. Qui dit TVA, c'est un apport du budget de l'État. Il faut dire qu'un budget d'État, en gros, si vous voulez, c'est à peu près 150 milliards d'euros, si vous voulez, sur un budget de 300 milliards. Donc ça veut dire qu'on augmente cette TVA qui fait que on fait baisser le déficit public. Maintenant, ce qui effectivement qui peut être étonnant, c'est quand on parle, Aurore Leluc l'a dit, quand on parle des intérêts de la dette, les intérêts aujourd'hui sont à 0,8. Oui, ben d'accord, donc ça vaut le coup d'emprunter si on va vers l'investissement. Mais ça va augmenter, parce que si demain vous avez une dette, faut bien vous dire, qui passe de 120% à 170 ou 180%, là, à ce moment, les marchés vont augmenter. Et il faut savoir que dans le budget de l'État, si vous prenez les budgets il y a à peu près 6 ans, dans un budget, les intérêts c'était la deuxième dépense de l'État. C'était à peu près 52 milliards. Aujourd'hui, le budget qui a été fait, c'est 32 milliards. Donc ça veut dire que le fait d'avoir une moyenne d'intérêt qui est à peu près à 3,5, 3,8, si vous voulez, dans les années 2012, 2013, 2014, aujourd'hui, on a gagné 20 milliards dans le budget de l'État. Imaginez-vous que demain, ça repart les intérêts, ça veut dire qu'on va se retrouver effectivement encore 20 milliards de plus de déficit, donc on augmentera la dette encore plus. Une chose qu'on n'a pas parlé aussi, parce qu'on disait, mais qu'est-ce qu'on va faire effectivement pour dans le sujet d'aujourd'hui? Il faut pas oublier que toute la politique aujourd'hui est basée sur effectivement sur le travail, puisque tout le système social, ce sont des charges patronales et des charges salariales qui définissent les recettes, donc qui définissent, si vous voulez, la marge qui nous reste, si vous voulez, pour faire les dépenses sociales. Comme pour l'État, c'est l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA en gros, et l'impôt sur les produits énergétiques. Ce qui est très 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 embêtant, c'est que si demain, effectivement, on a des emplois qui ne sont pas à la hauteur de ce qui est annoncé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura moins encore de recettes, si vous voulez, qui rentreront au niveau des salaires et des charges patronales salariales, et c'est là qu'on a encore plus de déficit au niveau du social. Et ça veut dire que là, on nous baissera les dépenses pour aller effectivement à ce qu'attend le système libéral. Et pour en finir, moi, ce que je m'étonne, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, c'est l'enfumage du plan de 100 milliards. On l'utilise aujourd'hui des chiffres qui ont déjà été utilisés sur d'autres secteurs. Je prends un exemple. Vous avez une politique qui est la politique, si vous voulez, la politique de l'offre avant Covid. C'était quoi? C'était 45 milliards par an pour financer en gros 200 000 emplois par an, on va dire. Hein. Déjà, 200 000 emplois, c'est pas beaucoup, parce que quand vous prenez 45 milliards sur 200 000 emplois, ça veut dire que on donne aux sociétés 200 000 euros pour créer un emploi. Bon, passons. Mais aujourd'hui, on vous dit, les 100 milliards dans les 30 milliards pour les sociétés, ça va créer 160 000 emplois. Donc on les donne pour le plan de relance de 100 milliards et on les a déjà dans les 160 000, déjà dans le plan, dans le budget, dans la loi de finances qui a été faite en janvier, avant Covid. Donc on peut pas utiliser les chiffres deux fois. Les 160 milliards, ils sont déjà dans les 43 milliards. Et je vous rappelle quand même qu'au niveau de la politique de l'offre, avant on faisait un chèque effectivement de 20 milliards aux entreprises. Aujourd'hui, c'est une baisse de charge. Baisse de charge, c'est encore moins de recettes donc pour la protection sociale. Donc tous ces phénomènes-là, effectivement, je reviens à ce que disait pour en finir, pour pas être long, avec Aurore Leluc, donner des chiffres, faire de la philosophie, qui paye la dette, qui la paye pas,
il y a des moments, il faut savoir comment marche le système. Ça veut dire que quand on déshabille Paul, ok, qui on rhabille, etc. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement joue là-dessus. C'est de l'enfumage et c'est de l'annonce. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui paye? Je reviens à ce qu'a dit Najat et ce qu'a dit Manon Aubry. Aujourd'hui, ce qui paye, c'est le plus démuni. Merci. D'autres intervenantes ou intervenants? Alors là. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Mathieu, je suis responsable départemental du Parti Socialiste ici dans la Nièvre. Et je dois dire que j'ai adoré les propos d'Aurore Lalucq, parce que moi ça rejoint complètement mes réflexions depuis pas mal d'années. Effectivement, je pense que l'économie n'est pas une science. C'est une discipline qui fait appel à beaucoup de sciences humaines, à beaucoup d'éléments subjectifs, et c'est en tout cas pas une science, au sens la définition de ce qu'est une science dure. Et je peux ici que rendre hommage à Bernard Maris. Pour moi, c'était le plus grand. Lui disait que le plus grand c'était Keynes. Je suis d'accord, mais les deux plus grands c'est Keynes et Bernard Maris. Et moi, ma culture économique, je la dois à Bernard Maris, parce que je suis un vieux et fidèle lecteur d'alternatives économiques. Et je me souviens de cette définition. Il disait l'économiste, c'est le mec qui t'expliquera demain pourquoi ce qu'il avait prévu hier ne s'est pas produit aujourd'hui. Et donc, je reviens complètement à ce que disait Aurore Lalucq. Effectivement, je pense qu'il y a un problème d'inculture économique, en fait, et qu'on nous enfume, effectivement, en tout cas les libéraux nous enfument, en nous disant que quand on est de gauche, en fait, on est idéologue, et que eux, non. En fait, non, ils ont leur idéologie, qu'est le néolibéralisme, hein. Et là, j'en viens à la question centrale, effectivement. Moi, au bout du bout, c'est la question de la souveraineté monétaire, de la création monétaire, la maîtrise, quoi, de cet outil absolument extraordinaire qu'est la possibilité de créer, de fabriquer de l'argent ex nihilo. Je trouve que c'est trop absent du débat politique, moi, depuis au moins une dizaine d'années, notamment, cher Najat, dans notre propre parti. Je pense que globalement, les gens de gauche, on a un problème par rapport à ça, notamment au PS, hein, c'est qu'on est tellement accroché à cette idée de la construction européenne, cet idéal de la construction européenne, qu'à un moment donné, on en a perdu tout esprit critique par rapport à certains aspects de cette construction européenne, et notamment la monnaie unique. Moi, je pense que c'est fondamental. Quelque part, on sait que ce qu'on peut appeler la privatisation, en fait, de la création monétaire remonte aux années 70 et à l'avènement de l'idéologie néolibérale. Ensuite, c'était repris dans les différents traités européens. On sait qu'on a construit l'euro aux conditions des Allemands. François Mitterrand voulait absolument arrimer la France à l'Allemagne. Et donc, on s'est soumis aux conditions d'Helmut Kohl pour fabriquer l'euro. Et cette vision ordolibérale allemande qui veut absolument une monnaie forte, hors de contrôle politique, on s'y est soumis. Moi, je pense que notre péché originel, il remonte là. C'est le fameux débat de 1983. Voilà, et beaucoup de problèmes remontent à ce choix. Vous vous souvenez, enfin, Mitterrand ne savait pas trop quoi en penser. Il y avait la position de Chevènement, la position de Delors. Finalement, c'est la position de Delors qui l'a emporté. Je crains malheureusement qu'on en paye tous les frais encore aujourd'hui, et globalement toute la social-démocratie européenne. Donc, j'en reviens à ma question. Hein. C'est comment on s'attaque au problème. Je pense qu'effectivement, il faut reprendre le contrôle politique sur la souveraineté monétaire. Ça veut dire mettre la BCE sous contrôle politique, démocratique. On sait très bien que les Allemands n'en voudront jamais. Plus largement, les pays d'Europe du Nord n'en voudront jamais. Comment on fait politiquement? Moi, je ne sais pas. Hein. Je bute sur cette question depuis des années. À part déconstruire l'euro ou peut-être faire 2 zones euro, je vois pas trop. Je crois que c'est Stiglitz ou Krugman, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années, au moment de la crise grecque, préconisait plutôt que ce soit l'Allemagne seule qui sorte de l'euro. Voilà, c'est pas des petites questions, mais voilà, moi ma modeste culture économique s'arrête là, donc je vous pose la question. Comment on fait? Merci. Je vais prendre 2-3 encore interventions, puis je repasserai la parole aux intervenants. Intervenantes? Intervenante? Non, il n'y a pas d'intervenante. Tant pis. On a essayé de faire la parité, mais... Bonjour à tous, je suis prof d'économie, j'ose le dire après ce que je viens d'entendre. Mais je vais vous poser 2 questions que j'espère concrètes. La première concerne l'annulation de la dette. Lorsqu'on en parle comme ça avec des amis, on se rend tout de suite compte que ils ont du mal à accepter qu'un État puisse annuler sa dette parce que eux n'auront jamais cette facilité. Donc, question, est-ce que l'annulation de la dette, d'ailleurs, je vous fais remarquer, les libéraux parlent pas d'annulation, ils parlent de monétisation de la dette. Hein. C'est une façon de pas mettre le mot annulation en rouge là devant dans le débat public. Donc, ma question, est-ce que l'annulation de la dette, il faut la faire et ne pas en parler? Deuxième question concerne la dette privée. Et la dette privée, comme vous l'avez fort bien dit,
c'est la dette des entreprises. Les entreprises se sont endettées, non pas aussi brutalement que ça pour verser des dividendes, mais pour faire des LBO et des rachats d'actions. Ce qui revient au même, c'est de l'argent qui, in fine, augmente la rentabilité du capital et va aux actionnaires. Donc, question concrète, est-ce qu'il est légalement, juridiquement, tout ce que vous voulez, possible d'interdire les rachats d'actions et les LBO? Merci. Merci. Juste une remarque sémantique. J'ai essayé pendant des années de dire que le terme de charge était vraiment malheureux et que c'était un impôt différé, que c'était une contribution, etc. Je suis toujours choqué quand j'entends parler de charge. Merci. Oui, allô? Bon, oui, simplement, pour revenir sur l'intervention précédente, pour revenir sur une intervention précédente, s'agissant de l'endettement privé et sur le problème des taux d'intérêt, moi, il y a quand même quelque chose qui me gêne dans la situation actuelle des taux d'intérêt, c'est que des taux d'intérêt nuls, voire négatifs, donnent au marché un signal économique assez dangereux. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le financement privé, ça veut dire qu'on peut financer n'importe quoi. Et dans le terme d'économie classique, le taux d'intérêt est un indicateur pour faire une allocation optimale des ressources. Or, actuellement, en ce qui concerne le secteur privé, je ne parle pas de la dette publique, qui peut être plus structurée et orientée vers des investissements considérés comme utiles. Mais dans le cas du secteur privé, ça peut être, comme on a dit, ça peut être pour des rachats d'actions, mais ça peut être aussi pour du financement totalement de projets absurdes, avec des constitutions de bulles, de type bulles financières ou bulles immobilières en particulier. Donc je pense qu'il y a quand même un très grand danger au niveau du secteur privé de ces taux d'intérêt nuls, voire négatifs. Voilà. Pierre, il y a une question sur les réseaux, je me permets de vous la poser. On a Pierre Gérardin qui nous demande qu'en est-il de la reconversion écologique et de l'emploi et quid de la formation à cette reconversion? Allez, je prends deux dernières interventions ici. Ah! Oui, bonjour à toutes et tous. Petite réflexion parce qu'on parle beaucoup annulation de la dette, etc. Moi, j'ai été très intéressée effectivement par toutes les démonstrations du point de vue de la création monétaire, parce que c'est vrai que quand on est un petit peu novice en économie ou même quand on essaie de penser aux choses simplement, on se dit oui, on a besoin d'argent public. Pourquoi les banques centrales ne s'occupent pas de le créer et pourquoi ça devrait nous coûter à nous des intérêts, toujours plus de discours sur la crise et toujours plus d'angoisse et de panique ambiante. Donc merci pour ça. Petite question, c'est une vraie question du coup de mon propos. C'est on parle beaucoup d'annulation de la dette, mais pas suffisamment, je pense, de répartition des richesses. Et j'aurais aimé qu'on puisse échanger un petit peu sur la question du Ségur, c'est-à-dire le Ségur a été annoncé et défendu comme étant l'effort politique pour remercier les soignants et les soignantes suite à la crise du Covid. Mais on a un petit peu masqué le fait que parmi cette population de soignants et soignantes, il y avait surtout beaucoup de soignantes. Et donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive à peser dans le débat public pour faire en sorte que derrière le Ségur, on parle davantage de résorption des inégalités salariales, un peu comme a pu faire le Québec. Voilà, merci. Excusez-moi, je précise juste inégalité salariale entre les femmes et les hommes. C'était pour aller au bout de mon propos. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'ai quelques petites questions sur l'annulation de la dette. Ça a l'air d'être le sujet de la journée. Ma première question, c'est si on annule la dette française qu'elle doit rembourser à la BCE, est-ce qu'on met pas dans ce cas-là de l'argent, est-ce qu'on donne pas de l'argent aux créanciers privés, puisque si la France a plus à rembourser à la BCE, elle va pouvoir rembourser les créanciers privés plus facilement. Et donc, c'est pas vraiment une mesure de gauche. La deuxième question, c'est si on annule la dette, est-ce qu'on le fait au niveau de la zone euro, donc dans beaucoup de pays,
Et est-ce que c'est pas financer la mauvaise gestion de finances publiques dans beaucoup d'États? Je pense à la Grèce, à la Pologne, où il y a quand même des accusations de corruption importantes. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai choix politique important. Et la dernière, c'est justement, il y a un facteur d'imprévisibilité assez important dans une annulation de la dette aussi considérable. On l'a fait avec le Tchad, le Niger ces dernières années, mais c'est des montants dérisoires. Et donc, on entre dans quelque chose de nouveau. Et donc, c'est une question très importante. Voilà. Merci. Alors, comme il nous reste un quart d'heure, ça vous fait un mot de conclusion pour répondre à toutes les questions qui ont été posées. Et donc, vous avez 3 minutes pour répondre à ces questions. Je vais pas essayer de résumer, mais je vais rappeler quand même les thèmes qui ont été abordés, qui rebondit sur ce que disait Gilles sur la question de la dette, notamment. C'est aussi la question de la crédibilité. Et est-ce que il faut le faire, mais ne pas en parler, ou est-ce que justement la bataille politique consiste précisément à essayer de convaincre que l'annulation de la dette c'est possible? C'était dans les questions. Il y a la question de la souveraineté monétaire qui me paraît absolument fondamentale, qui a été posée aussi. La question du danger des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Est-ce que c'est un problème, pas un problème? Évidemment, il y a eu la question du financement de la reconversion énergétique. Question évidemment centrale aussi, qui n'a pas été encore évoquée effectivement par les intervenants et intervenantes, qui est la question de la répartition des richesses et des inégalités. Et enfin, une question qui a été, il y a deux reprises, je crois, qui étaient plus ou moins implicites, mais qui était aussi la question de la zone euro. Est-ce qu'il y a matière à s'interroger si oui ou non il faut sortir de la zone euro, ou est-ce que c'est pas à l'ordre du jour? Aurélie, à toi le mot de conclusion pour commencer. Eh bien, j'ai combien de temps? Ah bah là, tu as 3 minutes. 3 minutes, super. Non, d'abord, d'accord sur la notion de charge. D'abord, évidemment, on a toujours tendance à reprendre des vocabulaires auxquels il faut qu'on fasse plus gaffe. Par ailleurs, bon, je rassure, je suis plus un des intervenants. Moi aussi, je suis enseignante-chercheuse en économie, je l'assume, mais je l'assume d'autant plus que, en fait, on est des centaines quand on a une association d'ailleurs qui s'appelle l'Association française d'économie politique, que peut-être certains connaissent ici, mais qui montre qu'on est des centaines et des centaines de chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, etc., sur des pensées dites hétérodoxes aujourd'hui, c'est-à-dire qui ne correspondent pas au courant dominant. Voilà, mais c'est pas, notamment, on a une sous-représentation dans les médias dominants. En général, l'économiste qui passe dans un média dominant est un homme blanc néolibéral. Pour me taper un certain nombre de médias, d'émissions, je me retrouve en général seule femme et seule à gauche d'ailleurs généralement. Bon, mais voilà, donc oui, enfin, je pense que la question de l'économie et de ce qu'on en fait, et aujourd'hui, la domination du néolibéralisme économique dans les universités, dans la recherche, est un énorme problème. Les postes de pouvoir sont de plus en plus squattés par le courant néolibéral. Voilà, et donc voilà, toutes les approches keynésiennes, marxistes, puisqu'on parle de Keynes, je parle aussi facilement de Marx. Bon, il y a tout un courant éco-marxiste extrêmement porteur aussi aujourd'hui. Bon, pas qu'en France, hein, par exemple aux États-Unis, etc. Voilà, donc voilà, cette question-là, elle est à prendre à bras le corps parce que l'université, la recherche, c'est aussi un outil important dans l'avancée des idées, quoi. Juste quelques mots sur la zone euro. Il y a deux problèmes. D'abord, c'est une politique monétaire incomplète, enfin ce qu'on appelle une zone euro incomplète, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, c'était le débat sur l'Europe de ce matin, elle n'est pas liée à une politique d'harmonisation vers le haut, sociale, fiscale et environnementale. Hein, ça, c'est bon, des gens comme Paul Krugman et bien d'autres qui le démontrent assez facilement. Bon, et deuxièmement, effectivement, c'est une politique très orthodoxe. On est quand même une des seules banques centrales dans le monde qui ne prête pas directement aux États et qui ne le fait pas sous des conditions sociales, écologiques portantes, donc liées à une politique voilà, particulière, notamment la politique budgétaire. Voilà, et donc on a ce double problème aujourd'hui qui fait que je ne vois pas comment on peut faire sans une refondation de la zone euro, amenant notamment à mettre à très court terme, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de l'annulation publique à court terme de la dette, l'annulation de la dette publique de la BCE. Mais je crois qu'il faut lever le tabou du financement direct des États, des collectivités locales, sous conditions écologiques et sociales, bien sûr. Dernière chose, deux autres outils très rapidement.
Enfin, alors, pardon, vous parlez d'endettement, quelqu'un parlait d'endettement privé, etc. Enfin, le problème de financer des industries polluantes, par exemple, etc. Ben ça pose la question aujourd'hui, par exemple, de l'achat massif, le rachat massif d'actifs d'entreprises, notamment par la Banque centrale européenne. Voilà, si on y mettait des conditions drastiques, ça changerait sans doute. Et puis, deuxième chose que d'ailleurs on porte dans Plus jamais ça, c'est l'idée d'un gros pôle public financier. Et finalement l'idée d'une socialisation d'une partie du secteur bancaire intermédiaire. Là, je parle évidemment, c'est plus la banque centrale, mais les banques intermédiaires. Voilà, pour faire en sorte aussi d'avoir des financements, des circuits de financement en fonction de ses besoins socio-écologiques. Puis dernier outil de mon point de vue qui est extrêmement précieux, c'est la fiscalité. Au contraire, je pense les deux des grandes fonctions de l'impôt, c'est le partage de la richesse et c'est effectivement de pouvoir donner les moyens aux États et aux collectivités locales d'agir dans un sens écologique et social. Là, je développerai pas toutes les idées qu'on met en avant, mais voilà, aujourd'hui, il faut absolument s'attaquer à ça, quoi. Et il y a une loi de finances en octobre-novembre qui va être débattue à l'Assemblée nationale. Il faut à minima revenir sur les immenses cadeaux fiscaux faits aux plus riches par Macron, mais c'est aussi remettre sur la table la taxe sur les transactions financières qu'a enterré Macron, revenir sur la question d'une imposition des plus riches, de leur patrimoine, de leurs revenus, à l'heure où l'épargne de précaution, elle est surtout celle des plus riches en ce moment, parce qu'on parle d'épargne de précaution, mais c'est les plus riches, c'est pas en particulier. Voilà, donc il y a la question de la fiscalité. Au contraire, il faut la remettre sur la table. Puis dernière chose sur le Ségur de la santé, nous, dans Plus jamais ça, on demande la création, on estime qu'il faut créer 100 000 emplois pérennes dans les hôpitaux. On l'a estimé avec les syndicats de la santé. On est évidemment, vous vous rendez compte, très, 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 très loin du compte parce que le gouvernement ne parle pas de création d'emplois pérennes. Et au contraire, il y a même un risque de précarisation de l'emploi encore dans les hôpitaux publics, alors que c'est vraiment ça qui est clé. C'est rendre l'emploi pérenne, de qualité, et en particulier rehausser les salaires des emplois les plus dégradés, les plus féminisés, que sont les aides-soignants, les infirmiers, etc. Et ça, le Ségur de la santé ne s'y attaque pas véritablement, évidemment. Voilà. Merci Aurélie et merci d'avoir été avec nous. On finit le tour de table. Gilles, toi qui es au contact justement des chercheurs, des intellectuels, est-ce que dans les productions intellectuelles, les travaux de ces chercheurs, on trouve les réponses à toutes les questions qui ont été posées sur la question de la dette, la souveraineté monétaire? Est-ce qu'il y a des idées nouvelles qui émergent sur ce terrain-là? Je crois. Bon, j'ai mis un peu les pieds dans le plat. Et je pense que c'est bien. D'abord, ça a permis, je crois, d'avoir un bon débat, mais surtout parce que je crois que si on veut préparer ensemble les échéances qui viennent, il faut essayer de se mettre d'accord sur nos accords et sur nos désaccords, et donc il faut poser les débats. Je voudrais revenir juste sur 2 points. Le premier, sur la question de la fiscalité. Manon a évoqué le CRDS, qui, en catimini, dont la durée a été augmentée. En catimini, pendant le confinement, le 1er août, sans débat, sans aucun écho. Alors même que la prolongation du CRDS était une solution à d'autres problèmes qui sont devant nous. J'évoquais tout à l'heure l'enjeu des transitions, et notamment de la transition démographique et de la question du grand âge et de la question de la dépendance, et c'était une des sources de financement qui était possible. Donc, elle a eu 1000 fois raison de le faire. Deuxièmement, j'ai évoqué la question de l'obsession fiscale de la gauche, peut-être de manière trop lapidaire. J'entends par là l'idée que la seule question sur les inégalités dans notre pays serait une question de redistribution. Il y a aujourd'hui, plus qu'hier, avec la politique qui est conduite depuis 3 ans, des problèmes de redistribution qui se sont accrus et donc des réformes fiscales qui seront nécessaires. Mais croire que nous réglerons tous les problèmes d'inégalité par la redistribution, je crois que c'est une erreur et que nous avons au moins autant un problème de mobilité sociale qu'un problème de redistribution. Deuxième sujet, sur la question de l'endettement. Aurore Lalucq a parlé de l'endettement privé et elle a 1000 fois raison. On se concentre souvent à l'excès sur l'endettement public, il faut regarder l'endettement total d'un pays, c'est-à-dire l'endettement privé, celui des particuliers et celui des entreprises, et l'endettement de l'État. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous faites cela,
eh bien, vous voyez que les pays dits frugaux, ceux que l'on a appelés à l'occasion du débat européen de ces derniers mois, les pays frugaux, les pays scandinaves, les Pays-Bas, sont, lorsque l'on regarde l'endettement total, des pays qui sont beaucoup plus endettés que les pays dits du Sud, qu'on regarde comme de mauvais gestionnaires. Donc, c'est très important de faire comme ça. De la même manière, il ne faut pas avoir d'obsession de la dette, et d'ailleurs, le cœur de mon propos n'était pas celui-là, puisque je plaidais même pour une augmentation de l'endettement. Et c'est là où j'essaie d'expliciter ce qu'est peut-être le cœur, en tout cas de notre débat. Je ne dis pas qu'il est impossible techniquement d'annuler la dette. Évidemment, ça l'est. Ça suppose un changement, sans doute un changement des traités, mais ce n'est pas techniquement impossible de supprimer la dette. Ce que je dis, c'est que il me semble difficile, voire contradictoire, de vouloir en même temps engager ce combat sur l'annulation de la dette et aller chercher des centaines ou des milliers de milliards pour financer la transition environnementale. Il faut choisir quelle est la première priorité. Et pour moi, la première priorité, c'est celle-là. C'est des investissements supplémentaires. Et donc, c'est un deuxième plan de relance concentré sur les bons investissements dont parlait Manon. Et que pour le reste, eh ben, l'annulation de la dette, oui, il faut sans doute la faire sans le dire. Et le mieux pour le faire, c'est de repousser à la fois quand on commence, pour ne pas commencer avant que la machine soit repartie, et surtout de repousser aussi loin qu'il est possible les échéanciers. Voilà. Merci Gilles. Manon, tu as fini ton intervention tout à l'heure en évoquant l'articulation de la question fiscale et la question monétaire. Peut-être ça fait partie des réponses politiques sur lesquelles tu peux conclure. Enfin, de toute façon, tu conclus comme tu veux. C'est l'anarchie. Mais non, mais comme tout à l'heure, tu as évoqué ce sujet sans rentrer dans les détails, je me disais que peut-être c'était le moment. Non, mais peut-être ça permet de conclure et de construire sur ce que disait Gilles à l'instant. C'est pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et je vais essayer de vous en convaincre en 3 minutes. D'abord sur pourquoi faut annuler la dette. Je pense que le combat de l'annulation de la dette avec de la nouvelle dette pour des investissements, il n'est pas antinomique, comme tu le dis. Il suffit de bien l'expliquer et de bien comprendre le poids aujourd'hui de la dette à l'heure actuelle. C'est que la dette étant plus importante, les États ont plus de mal à emprunter sur les marchés financiers, donc empruntent à un taux plus élevé, et vous entrez dans un cercle vicieux comme on a pu avoir en 2011 de la crise des dettes souveraines au niveau européen. C'est ce qui a pendu au nez d'ailleurs récemment de l'Italie, dont sa note a commencé à être dégradée. D'où l'importance de commencer par annuler, entre guillemets, la mauvaise dette et redonner la liberté, le pouvoir sur la politique monétaire au niveau européen, en menant ce combat, ce qui me permet de répondre à une des questions du jeune homme de comment on fait, en menant ce combat au niveau européen, parce que c'est vrai, Aurélie l'a dit très justement, on est une des seules zones politiques au monde où on n'a pas de contrôle de la politique monétaire. Et c'est une question de souveraineté. On débat de tout, on décide de tout politiquement, parce que nous sommes en démocratie, et la monnaie, qui est l'outil le plus puissant en matière économique, on ne pourrait pas en débattre et on laisserait les décisions à quelques technocrates, parce que je suis désolée, parfois on utilise ce mot un peu à tort à travers, mais en l'occurrence, c'est à quelques technocrates parce que c'est une poignée d'individus qui décident pour 300 millions d'Européens. Donc ça, c'est un vrai sujet. Comment on fait concrètement? D'abord, l'annulation de la dette, les 20% détenus par la Banque Centrale Européenne, il n'y a pas besoin de changer les traités européens. Je le dis très clairement, parce qu'on peut faire quand même des choses dans le cadre des traités. Alors, ça suppose une décision de la Banque Centrale Européenne dans certaines conditions. Je ne vous dis pas que ça se fait d'un claquement de doigts, mais il suffit juste de volonté politique. Ensuite, il faut assumer de mener la bataille politique sur le changement des traités européens. Et oui, c'est vrai que tous les États de la zone euro n'auront pas les mêmes intérêts. Alors, je vous rassure, la Pologne ne fait pas partie de la zone euro, donc on ne se posera pas la question pour la Pologne. En revanche, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ont des intérêts convergents d'un point de vue économique et ont intérêt collectivement à mener une politique monétaire volontariste. Et de toute façon, je vais vous le dire, on n'aura pas le choix dans le cadre du changement climatique. Et ça a été fait, y compris dans l'histoire. En 1953, on a annulé la dette de la RDA.
dans un moment où on peut se dire économiquement c'était difficile. Et je vais faire le parallèle pour conclure avec les questions fiscales. Là aussi, dans l'histoire, on a pu être créatif. Au sortir de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où on a inventé les systèmes les plus redistributifs en matière de fiscalité et les plus innovants. Et je pense qu'il faut 3 piliers à la fiscalité. Le premier, c'est de réparer les injustices liées au coronavirus. Concrètement, taxer les entreprises qui se sont enrichies pendant la crise. C'est Amazon, c'est Netflix, c'est Carrefour, toutes ces entreprises qui ont profité directement ou indirectement de la crise pour augmenter leurs bénéfices devraient être soumises à une taxation exceptionnelle. La deuxième chose, c'est qu'il faut repenser l'ensemble de notre système fiscal. Et là, je vais avoir un nouveau point de désaccord avec toi. Non pas prolonger la CRDS pour financer des investissements écologiques parce que c'est un impôt qui est purement injuste. 0,8% de taxes, quels que soient vos revenus. Donc, quelque part, ça veut dire que, alors qu'on comprend tous le système de l'impôt sur le revenu, où votre taux de taxation est différent. Là, c'est un impôt injuste, comme la TVA est un impôt injuste. TVA dont une augmentation nous pend en nez, d'ailleurs, avec la baisse des impôts de production. Et donc, deuxième pilier, il faut une révolution fiscale où, à la fois, on repose la question de l'impôt sur la fortune, mais au-delà même de l'ISF qui pouvait exister. On pose la question qui est parfois tabou à gauche sur l'héritage, par exemple, sur la refonte de l'impôt sur le revenu pour le rendre plus progressif, parce que historiquement, il y avait beaucoup plus de tranches que les 7 actuelles qu'on a. Au minimum 14, mais je pense qu'on pourrait aller vers plus. Et enfin, un dernier pilier qui est sur la taxation des entreprises. À l'origine, quand l'impôt sur les entreprises a été créé, c'est avec un taux de 50%. On n'arrête pas de dégringoler aujourd'hui, notamment sous l'effet de la concurrence fiscale européenne, pour arriver aujourd'hui à 25, avec un taux effectif à moins de 10% pour les grandes entreprises multinationales. Et donc, il faut repenser l'impôt sur les sociétés, y compris avec des taux différenciés en fonction de la taille de l'entreprise, du volume du chiffre d'affaires et du volume de bénéfices réalisés pour que les PME ne soient pas touchées de la même manière. Et tout ça, on pourra le faire uniquement si aussi on accepte à un moment de créer ce rapport de force au niveau européen pour faire de la fiscalité un enjeu et pas non plus un truc qu'on ignore. Du coup, on se fait tous la concurrence, qui nous amène tous vers le bas, avec l'Irlande et les Pays-Bas notamment. Tu parlais des États frugaux, moi j'appelle ça des États radins. Et quand les Pays-Bas nous donnent des leçons alors qu'ils pillent nos recettes fiscales parce que c'est un des pires paradis fiscaux au monde, j'ai du mal à recevoir la leçon de ces pays. Et donc, ça suppose que là aussi, soit l'Union européenne est capable d'en faire un élément central de sa politique, soit alors la France doit décider de manière unilatérale, oui, de lister par exemple ces paradis fiscaux et de changer la manière dont on taxe les entreprises. Si on le fait tout seul, tant mieux, mais encore mieux si on arrive à le faire à plusieurs, avec de nouveau l'Italie, l'Espagne, ce qui ne suppose pas ni une sortie de la zone euro, ni une sortie de l'Union européenne, mais de commencer à construire avec les États avec lesquels on a des intérêts pour mener à la fois cette révolution fiscale et monétaire. C'est des mesures sur les prix de transfert, par exemple. Mais là, on arrive un peu dans les trucs un peu plus techniques ouais. sur Et puis, les prix de transfert. On est en train de dépasser le temps. C'est qui j'allais dire aussi Aurore. Non, oui, Aurore, pardon. Oui. Aurore qui est avec nous toujours en Zoom. Pour revenir justement, on a compris dans ton intervention que tu plaidais, et tu l'as dit plusieurs fois, et tu en as fait des tribunes et tu es engagé sur la question de l'annulation de la dette. Mais comment, pour répondre aussi à la question et l'interpellation de Gilles, on répond à la question de la crédibilité. Comment rendre crédible cette proposition ? Il est question de crédibilité, mais il est aussi question de qui porte ces propositions, quel collectif pour porter ces propositions. Et ma question serait, pourquoi ce serait pas crédible? Alors que c'est l'une des propositions les plus sérieuses techniquement, qui pose aucun problème. Donc ma question est, pourquoi ce serait pas crédible? Et le problème, il est là en fait, c'est qu'à chaque fois, on tente de rendre non crédible en disant que ça pose un problème de crédibilité, mais d'où? Qui décide que ça pose un problème de crédibilité? Excusez-moi. Mais pourquoi? Tout d'un coup, on a décidé que c'était pas crédible. Ah bon? Pour quelle raison? J'aimerais comprendre. Tu vois, il y a des phénomènes d'autoréalisateurs en économie, et notamment sur les mots. C'est-à-dire que tout d'un coup, les personnes décident qu'une proposition n'est pas crédible, alors qu'elle est parfaitement baquée d'un point de vue technique. Et d'ailleurs, nous, on était très, très étonnés de recevoir des coups de téléphone, notamment de gens de centre-gauche ou de centre-droit, au moment où on a sorti notre tribune sur le sujet, nous disant non, mais évitez d'en parler, en fait. Bon, d'accord, ok, en fait, vous avez raison sur ces questions, mais ça pose des problèmes de confiance. Encore une fois, je le répète, c'est quand même très perturbant. Ensuite, sur la question
de chercher de l'argent que posait Gilles, mais justement, ça sert à ça, l'annulation de la dette. Je suis entièrement d'accord sur la nécessité d'aller chercher de l'argent pour investir dans la transition écologique, évidemment. Et justement, l'annulation de dette, ça serait aux alentours de 450 milliards, même plus maintenant, puisqu'il y a eu plus de rachats de dette. Ce serait aux alentours de 450 milliards qui nous permettraient de nous donner une marge de manœuvre juste pour investir dans la transition écologique. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. C'est justement pour pouvoir investir dans la transition écologique et créer des emplois durables qui nous font du bien, et socialement et environnementalement, que cette annulation de la dette est utile. Et ensuite, moi, je vais vous dire, je n'en fais pas l'alpha et l'oméga. Je veux dire, l'économie, c'est un moyen, et ça a été très bien dit d'ailleurs, c'est pas une science. C'est des faits stylisés la plupart du temps. On n'a pas de loi, mais on commence à remarquer qu'il y a certaines tendances. C'est de la technicité. Donc moi, s'il y a un meilleur moyen que l'annulation de la dette, mais je m'en fous, je le prends. Le problème, il n'est pas de savoir. Arrêtons de débattre sans cesse sur la question des moyens. On va débattre sur les objectifs politiques. Le reste, après, c'est de la technique et ça vient derrière. Donc, il nous faut, oui, de l'annulation de la dette, mais il pourrait aussi nous falloir de la monnaie hélicoptère. Par exemple, moi, je suis pas fan de la monnaie hélicoptère à la base. Je suis pas fan. Sauf qu'à un moment, quand on regarde les traités de la BCE, quand on regarde la situation sociale et la situation des entreprises du pays, on se dit, écoute, ma grande, tu vas arrêter de regarder une mesure en te pinçant le nez parce que c'est un libéral qui l'a proposé. Tu vas regarder techniquement comment ça fonctionne et si ça peut être utile. Là, c'était utile sur une période de 3 mois. Mais même chose, on a vu avec Jezabel Coupé-Soubeyran, on s'est pris des tollés du côté des économistes de gauche qui, sans argumentation réellement technique, disaient, mais comment vous pouvez oser? Oui, mais à un moment, quand tu veux sauver les gens, tu trouves les moyens de le faire. Basta. Et c'est ton rôle en tant qu'élu. Parce que le rôle en tant qu'élu, c'est de défendre, non pas ta petite personne, ton ego et ce qui te fait plaisir d'un point de vue économique parce que c'est ton dada depuis des années, mais c'est de défendre l'intérêt général et c'est de protéger tout le monde. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand on parle de question du sérieux en règle générale, je tiens à préciser qu'à chaque fois qu'il y a une crise, est-ce que ce sont les économistes mainstream qui nous en alertent? Non. Jamais. La crise financière de 2008, pas un seul économiste mainstream nous en a averti. Ils étaient tous en mode, la finance, c'est le dynamisme, etc. C'est fantastique. Regardez l'Espagne, à quel point c'est fantastique, etc. Alors qu'il y avait un taux d'endettement privé absolument dingue et qui se sont mangés la crise en pleine dent. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise, non seulement les mainstream n'arrivent pas, les néolibéraux, en gros, n'arrivent pas à nous dire, n'arrivent pas à prévoir la crise, premièrement, mais en plus, leurs solutions ne sont pas les bonnes. Et à chaque fois, qui est-ce qu'ils viennent voir? Ils viennent voir les économistes hétérodoxes dont parlait Aurélie et dont je viens et que je porte maintenant en tant qu'élu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient à quoi? On revient non pas à de l'idéologie, mais à du concret. Là, pendant la crise, après nous avoir dit que l'État-providence, l'État stratège, ça servait à rien, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de quoi? On a besoin d'un État-providence. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de fonctionnaires. On s'est rendu compte de tout ça. On est revenu en fait à des moments non idéologiques et pragmatiques parce qu'il fallait, je vais être vulgaire, il fallait se sortir les doigts pour résoudre la situation. Donc voilà. Et pendant la crise financière de 2008, ça a été exactement pareil. Là, le vrai sujet, c'est que pour être sérieux, il faut faire attention à cette question de la dette. Pourquoi? Parce que si on se prend une crise bancaire, qui va venir absorber encore une fois les dettes? Ça va être l'État, exactement comme ça s'est passé comme en 2008. Donc, il va falloir bien être en capacité de pouvoir absorber ces dettes parce qu'encore une fois, on va avoir un souci et encore une fois, personne ne l'aura anticipé. Donc, à mon sens, plutôt que de chercher la crédibilité, je vais être méchante, mais d'une élite bien pensante, il faut être sérieux. Il faut avoir le courage de ses idées parce que c'est ça qui est en train de nous tuer d'un point de vue démocratique et c'est ça qui est en train de tuer le débat démocratique, c'est qu'on n'ose plus dire vraiment ce qu'on pense. Et il faut absolument le faire. Et dans ce sens, je trouve que le débat sur l'annulation de dette qu'on a porté depuis pas mal de mois, le fait qu'il soit en train de prendre est rassurant. Et il y a une bataille culturelle à mener. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Aurélie, par exemple. C'est pas les Français ont économisé, c'est les Français les plus riches d'entre nous qui ont pu épargner les 1000 milliards, pendant que d'autres ont perdu de l'argent. Notamment au moment du chômage partiel. C'est super le chômage partiel, mais ça a mis quand même des gens dans une situation de pauvreté. Et tout à fait d'accord, faut pas parler de charges, faut parler de cotisations. Mais l'autre bataille culturelle à mener, c'est d'essayer de se dire qu'on a le droit de tout, en fait. Et que la technique économique, elle suivra. Mais qu'on doit être en capacité de penser à ce qu'on veut. Et je finirai là-dessus parce qu'on a parlé de Keynes et de Bernard. Et évidemment, dans ces moments, on a une très grande pensée pour lui. Keynes, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, son obsession, c'est quoi? C'est la paix. Et c'est quelqu'un qui a toujours changé de moyens économiques, Keynes.
Il n'est pas du tout idéologique. Keynes, c'est pas uniquement la relance keynésienne. C'est en fonction des moments, il va utiliser différents outils. À un moment, c'est la politique monétaire, à un moment, c'est la fiscalité, c'est le budget, c'est un peu de tout. Il va utiliser ça. Et il se dit, l'objectif principal, c'est quoi? C'est la paix. Pour avoir la paix, il faut quoi? Il faut des politiques sociales généreuses. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut revenir. L'austérité, c'est pas bon socialement, c'est pas bon démocratiquement non plus. Voilà, ça fait une montée des populistes et de l'extrême droite. Et il se dit, pour pouvoir faire en sorte d'avoir des politiques sociales généreuses, je mets en place tout un tas d'outils. Et notamment un système monétaire et financier spécifique. Et c'est là qu'il nous dit qu'il va pas falloir qu'il y ait de mouvements capitaux au niveau international. Et ça donne les 30 glorieuses. Et qui ont leurs défauts, mais qui ont aussi leurs qualités. Et un jour, dans le débat, il faudra qu'on revienne sur la mobilité du capital. Ce sera d'une de nos prochaines batailles culturelles et qu'on mènera, je n'en doute pas, au Parlement européen. Merci beaucoup. Merci à toi, Aurore. Merci d'avoir été avec nous depuis Zoom. Najat, c'est à toi le mot de la fin et la conclusion. Peut-être la question qui a été évoquée et qui a été aussi, qui a été largement évoquée d'ailleurs, mais peut-être tu as envie d'en parler, c'est la question des inégalités. Et j'ai aussi envie de te poser la question finalement, quel risque il prend le gouvernement aujourd'hui en laissant les catégories sociales les plus populaires seules payer l'addition? Là aussi, il y aurait beaucoup à dire pour revenir sur l'intégralité du débat. Juste quand même sur la question de l'annulation, dette perpétuelle, mutualisation européenne, etc. Je voudrais rebondir sur un commentaire de quelqu'un dans le public. En fait, c'est là qu'on voit aussi à quel point la culture économique est en effet faible, la culture monétaire, la culture fiscale est faible et malheureusement, elle n'est pas non plus, améliorée par un traitement, par les observateurs, par les médias de la question qui nous éclairerait beaucoup. Et d'ailleurs, à ce sujet, si je peux me permettre, je vous invite vraiment à vous procurer un livre que j'ai eu le plaisir de sortir dans la collection que je dirige, une collection qui s'appelle Raison de plus chez Fayard, et donc le livre de Laurence Cialhomme, que certains d'entre vous connaissent ici, qui s'appelle La fascination de l'ogre et qui est qui fait un effort de vulgarisation sur tous les débats. D'ailleurs, Laurence, je pense que vous travaillez ensemble puisqu'elle a beaucoup travaillé sur cette question d'annulation des dettes, mais qui fait un effort de vulgarisation et qui, en effet, aboutit exactement aux conclusions que disait Aurore derrière moi, c'est-à-dire que l'économie, c'est un moyen, c'est des outils, c'est évidemment pas une finalité, et qu'il faut pas s'en laisser compter par ce qui passe pour le bon sens, qui est en réalité l'idéologie libérale ou néolibérale qu'on nous assène à longueur de journée. Donc, simplement ce commentaire. D'ailleurs, pour poursuivre, on n'est pas beaucoup, en moyenne, l'opinion publique plus éclairée sur la question fiscale, pas seulement la question monétaire. Et c'est comme ça qu'on se laisse avoir très souvent. Par exemple, quand le chef de l'État vous explique qu'il n'augmente pas les impôts dans le cadre de ce plan de relance, c'est que, en effet, ça a été dit, mais le fait de repousser la caisse d'amortissement de la dette sociale de plusieurs années et de lui faire porter, de lui transférer ce qu'il appelle la dette sociale Covid, ça veut dire que c'est la CSG, la CRDS, la TVA qui sont augmentées. Et Manon l'a dit, les impôts les plus injustes qui soient. Et donc, qui paye la crise? Les Français, et en particulier les plus démunis. Mais moi, je voudrais juste, en quelques mots, revenir sur la question quand même de la répartition des richesses. Parce que je crois que c'est Gilles qui disait tout à l'heure, la répartition fiscale, etc. C'est un moyen parmi d'autres, mais c'est pas forcément quelque chose de si important que ça. Enfin, pardon, je trompe peut-être tes propos, mais voilà, ça ne peut pas être que ça. Et en fait, moi, je considère que c'est quand même absolument essentiel. Pardon, mais je voudrais quand même pas qu'on oublie toutes les réflexions qu'on s'est faites pendant le confinement. Parce que le sujet, c'est quand même de chercher à aller vers une société plus juste. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la prise de conscience qu'on avait inversé la hiérarchie de ce qui compte et de ce qui compte peut-être un peu moins, l'histoire des premiers de cordée, premiers de corvée, qui l'est, et quelle rémunération ça justifie, et puis aussi à la fin, qui doit contribuer à l'effort collectif lorsque plan de relance il y a. D'abord, donc sur la question de premier de cordée, premier de corvée, inversion de la hiérarchie des valeurs. Moi, je remets au centre du débat le sujet de l'écart salarial, de l'écart des rémunérations. On n'en a pas beaucoup parlé. Enfin, pardon d'être caricatural, mais est-ce que c'est logique aujourd'hui que le patron de Carrefour, puisque tu évoquais Carrefour tout à l'heure, touche 300 fois plus qu'une caissière de son magasin, d'un de ses magasins? Honnêtement, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui le justifie? Donc, je pense que c'est un peu sur ce thème, ce genre de thème qu'il faut qu'on profite d'une certaine façon de l'occasion qui nous a été donnée par cette période de confinement pour pousser les feux plus loin et se rappeler en particulier sur cette question d'écart salarial que ça n'a
pas toujours été si évident. Honnêtement, au 19e siècle, le banquier JP Morgan disait, c'était un banquier, il disait, vous savez, le maximum de l'écart de salarial acceptable dans notre société, ça devrait être de 1 à 20. Dans les années 60, Ford, il disait de 1 à 40. Et aujourd'hui, on en est de 1 à 300. De 1 à 300. Donc, c'est quand même le premier scandale, il est là. Et la deuxième évidence pour moi, c'est que si contribution des Français, il doit y avoir contribution fiscale cette fois-ci, évidemment qu'il faut soutenir ce qui a été dit par l'un d'entre vous, l'idée d'une taxe sur les 1% les plus riches, une taxe sur le patrimoine des 1% les plus riches. Évidemment qu'il faut soutenir la taxe sur les transactions financières. Enfin, c'est des sujets comme ça qui me paraissent absolument devoir nourrir la conversation publique et qui sont un petit peu occultés du débat. Et d'ailleurs, je m'en voudrais si je répondais pas à la jeune femme qui a pris la parole à la fin tout à l'heure. Dans cette réflexion sur les écarts de rémunération, évidemment que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes doit absolument se poser, et je la rejoins. Regardons ce que fait le Québec en particulier, qui a réussi, lui, à avoir un outil de comparaison des métiers, des compétences et à finalement revaloriser des métiers féminisés qu'aujourd'hui, on ne trouve pas le moyen de faire. Donc, je pense qu'en effet, c'est autour de ces trois questions-là, monétaire, fiscale et écart de rémunération, qu'on doit se poser les bonnes questions. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci Aurélie, merci Aurore, merci Najat, merci Manon, merci Gilles, merci aux équipes techniques et aux équipes du festival et à vous d'avoir participé à ce débat.